Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans la grande interview chez Mouambi International Network. Je m'appelle Alphonse Mouambi. La France. La France qui donne des ordres aux dirigeants africains. La France qui vole et pille des richesses africaines. La France qui place des dictateurs, des tyrans au pouvoir en Afrique. La France qui engueule les dirigeants africains et les arrête quand ils ne sont plus à son service. Telle est l'image des Africains de cette belle France. Assassinat de Kadhafi, arrestation de Laurent Gbagbo, pour ne citer que cela. Et que dire de l'homme africain qui n'est jamais entré dans l'histoire du monde, selon un certain Nicolas Sarkozy? Et quelle est la différence avec Emmanuel Macron, le tout jeune président français, quand il convoque les dirigeants africains à Pau, en France, pour les instruire, d'instruire leurs populations respectives de cesser de critiquer la France? La diplomatie en Afrique, ou la diplomatie française en Afrique, échec ou réussite? Tel est notre thème de ce soir. Et pour analyser tout ceci, nous avons un invité de marque, un ancien diplomate qui, lui, n'a pas voulu s'associer à cette diplomatie-là, qui, lui, plaide pour une diplomatie, une autre diplomatie, une diplomatie de valeurs. Quelle valeur? C'est quoi cette diplomatie de valeurs? Je reçois pour vous, mesdames et messieurs, Monsieur Laurent Bigot. Monsieur Laurent Bigot, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci de nous avoir honorés, Monsieur Laurent Bigot. Bigot, est-ce que, pour commencer, vous êtes un ancien diplomate, vous êtes français. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez commencé, par où vous avez commencé votre carrière de diplomate? Tout d'abord, j'ai passé mon enfance et mon adolescence au Nigeria. J'ai vécu 12 ans au Nigeria, à Lagos. En fait, c'est comme ça que je me suis attaché à l'Afrique. Et puis, quand je suis rentré faire mes études supérieures en France, j'ai fait Sciences Po Bordeaux et surtout, j'ai appris une langue africaine au Langso, qui est le Hausa, qu'on parle au Nigeria essentiellement et au Niger. Et puis ensuite, j'ai passé le concours très spécifique qu'ils appellent le concours du cadre d'Orient au Quai d'Orsay, qui recrute des spécialistes de certaines zones géographiques. Et moi, je l'ai passé bien évidemment avec la spécialité Afrique. Et j'ai réussi ce concours. Et donc, j'ai commencé ma carrière au Quai d'Orsay en 1997 jusqu'en 2013. Alors, c'est une carrière où j'ai fait plusieurs choses différentes. Je n'ai pas fait que de l'Afrique, mais j'ai été notamment en poste au Niger. Et puis, les 5 dernières années où j'étais au Quai d'Orsay, j'étais sous-directeur pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est-à-dire tous les pays qui composent la CEDEAO. Et j'ai eu à traiter, vous le citiez dans votre introduction, la crise ivoirienne, la crise sahélienne, bien évidemment, avec le Mali et l'émergence des groupes armés. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ma spécialité au Quai d'Orsay, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique que je connais le mieux et c'est l'Afrique sur laquelle j'ai le plus travaillé. Et 12 ans, vous avez vécu au Nigeria. C'était dans quel cadre? Vos parents habitaient là-bas? Oui, tout à fait. Mais mon père était parti au Nigeria en 1977. Moi, je suis arrivé là-bas, j'avais 6 ans. Il travaillait pour une compagnie française qui travaille dans le BTP. Donc, et puis, on y est resté une douzaine d'années. Après, mes parents sont partis vivre en Afrique du Sud et moi, je suis rentré en France pour mes études supérieures. Alors, nous avons là quelqu'un qui connaît bien l'Afrique, mais quelqu'un qui connaît très, très bien aussi la diplomatie française. Alors, dites-nous, pourquoi vous avez arrêté dans la diplomatie, avec la diplomatie française, vous avez arrêté ou bien vous êtes parti déjà? Il faut d'abord savoir que c'est Laurent Fabius qui m'a arrêté, tout d'abord. En 2013, il m'a démis de mes fonctions. Oui, qui était ministre des Affaires étrangères et qui m'a démis de mes fonctions parce que j'avais une liberté de ton et d'analyse qui dérangeait. À l'époque, on avait déclenché l'opération Serval et je tirais la sonnette d'alarme sur le fait que, telle qu'elle était conçue, l'opération Serval était militairement correcte, mais il n'y avait pas de débouché politique et d'analyse politique et on risquait de se trouver dans un bourbier.
Ça ne plaisait pas à l'époque. Malheureusement, les faits m'ont donné raison plus de 7 ans après, puisque la France est complètement enlisée dans le Sahel, militairement parlant. Et donc, il m'a démis de mes fonctions et j'ai décidé de prendre ma liberté et de travailler à mon compte à partir de 2013. Et je travaille à mon compte depuis 2013. Mais le point de rupture, en fait, il est provoqué par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Ce n'est pas moi qui ai décidé de partir au départ. Ah, voilà, c'est pourquoi nous avons besoin de vous. Ici, c'est la petite fenêtre qui vous met directement avec nos politiciens et nos intellectuels africains. Donc, d'entrée de jeu, je vais vous poser la question de savoir l'image que les Africains ont de cette France-là. Cette France qui fait mal à l'Afrique. Cette France qui engueule les Africains, les dirigeants africains. Je l'ai dit là à Pau avec M. Macron qui instruit aux dirigeants africains de ne pas de calmer leur population. Est-ce que cette image-là, elle est correcte, l'image des Africains qu'ils ont de la France? La réalité, c'est que l'image de la France est extrêmement brouillée en Afrique, et en particulier en Afrique francophone. Ça, c'est une réalité. Vous citiez le cas du discours de Nicolas Sarkozy lorsqu'il dit que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. C'est pas une erreur, je veux dire, c'est presque une insulte d'écrire ça. Et ça procède du fait que les dirigeants français, depuis Jacques Chirac, n'ont pas une connaissance intime de l'Afrique. Et ils ne s'entourent pas nécessairement des gens qui ont aussi cette connaissance intime de l'Afrique. Donc, en fait, il y a une perte de connaissance sur l'Afrique qui provoque à la fois des boulettes, enfin c'est plus que des boulettes, parce qu'un discours comme ça, je vous dis, ça confine à l'insulte. L'attitude d'Emmanuel Macron, lorsqu'il convoque les chefs d'État au sommet de Pau, c'est plus dans l'air du temps. C'est au moins anachronique, c'est à minima anachronique, si ce n'est humiliant, mais c'est encore plus humiliant que les chefs d'État africains acceptent. Donc, il faut aussi balancer la part des responsabilités. Et donc, il y a eu une succession depuis de nombreuses années. Vous citiez le cas de la Côte d'Ivoire, le choix de déloger Laurent Gbagbo par la force et de l'envoyer à La Haye. Et on a vu ensuite la mascarade que fut ce procès, puisque finalement, il n'y a aucune charge qui peut être retenue contre Laurent Gbagbo. Et il a plutôt été écarté politiquement. Donc, il y a eu une succession de graves erreurs commises par la France. Et il y a surtout une incohérence du discours et des actes. C'est-à-dire que la France continue à se prévaloir d'être la patrie des droits de l'homme, ce qui historiquement est vrai, mais nous soutenons des régimes qui font tout le contraire des droits de l'homme. Nous, la France, nous avons la prétention de promouvoir la démocratie, mais nous soutenons des régimes qui sont tout sauf des démocraties. Et je pense que c'est plus que tout cette incohérence dans les discours qui est perçue par les opinions publiques africaines et qui disent « mais écoutez, la France n'est pas ce qu'elle prétend être ». Et là, il y a une déception, parce qu'il y a des attentes très grandes vis-à-vis de la France, ça c'est vrai, et je pense que les opinions publiques africaines, en particulier les opinions publiques africaines francophones, attendent beaucoup de la France, et on n'est pas au rendez-vous, et on l'est de moins en moins. Et quand vous parlez, par exemple, je vous ai entendu parler d'une diplomatie des valeurs que vous avez plaidée, hein, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quel genre de diplomatie des valeurs que vous voulez entre la France et l'Afrique? Moi, je dis toujours que partout où vous vous promenez dans le monde, que ce soit en Afrique ou sur d'autres continents, lorsque vous parlez de la France, les gens associent de manière très intuitive et immédiate la France aux arts, à la littérature, à la langue française et aux droits de l'homme. Donc les droits de l'homme sont évidemment un sacré atout pour la France. Et moi, je fais partie de ceux qui disent qu'on ne doit pas arbitrer entre les intérêts et les valeurs, puisque les valeurs font partie de nos intérêts. Je sais que Hubert Védrine, il y a quelques années, avait fait un rapport sur l'Afrique et il disait de temps en temps, il faut arbitrer entre les valeurs et les intérêts. Non, non, les valeurs font partie de nos intérêts. Et donc, je considère que la défense des droits de l'homme, la défense d'un modèle démocratique, font partie de nos intérêts et qu'il convient de bâtir une politique autour de ça. Alors après, je ne suis pas naïf et je suis aussi très réaliste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vivre dans l'utopie. Il est évidemment logique et cohérent de moduler son discours. Mais entre moduler son discours et faire le grand écart ou dire le contraire de ce qu'on prétend défendre, il y a un monde. Et aujourd'hui, ces valeurs-là ne sont plus défendues par la France. En tout cas, les opinions publiques africaines considèrent que la France ne défend plus les droits de l'homme, ne défend plus la démocratie. Et moi, je pense que les droits de l'homme et la démocratie doivent redevenir au centre de notre politique, car ce sont aussi nos intérêts. Et ces droits de l'homme et cette démocratie, est-ce que ce ne sont pas des slogans? Parce que quand on voit
à partir de juin 1990, l'inauguration de cette démocratie-là par François Mitterrand à la bonne. Jusqu'à aujourd'hui, on voit des régimes au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Togo, Côte d'Ivoire, la République centrafricaine. On voit l'espace francophone, c'est du chaos. Est-ce que ce ne sont pas des slogans? Alors aujourd'hui, oui, ça se limite essentiellement aux slogans. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il ne revient pas à la France de dire aux pays africains, vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça. Ça, je pense que c'est complètement révolu, cette époque. En revanche, ce que nous devons dire, c'est nos valeurs sont celles des droits de l'homme et de la démocratie. Et bien sûr que nous soutenons toutes les initiatives qui permettent de promouvoir ces valeurs-là. Mais ce qui serait vraiment fondamental, c'est qu'on cesse de dire le contraire de ce qui se passe sur un territoire. Par exemple, quand on félicite un président élu après des élections notoirement truquées, là, on fait du mal à nos valeurs. Là, nous ne sommes pas cohérents. Nous pourrions au moins avoir la décence de ne pas le féliciter. Nous pourrions au moins avoir la décence de ne pas reconnaître que les élections se sont bien passées. Or, on fait tout le contraire. Et c'est là où je dis qu'il pourrait y avoir une modulation. C'est-à-dire que le simple fait que la France dise « nous prenons acte », tout le monde comprendrait que ça veut dire qu'on n'est pas satisfait de la façon dont ça s'est passé. Or, on va beaucoup plus loin aujourd'hui. On soutient des régimes qui sont corrompus, qui truquent les élections, qui ne fonctionnent pas sur un modèle démocratique. Et nous, la France, nous leur donnons le label de démocratie. C'est là où il y a un vrai problème. Mais j'insiste vraiment là-dessus, il ne revient pas à la France de dire aux pays africains ce qu'ils doivent faire. Mais nous, la France, nous devons être cohérents dans notre discours et nos actes. Et par rapport à tout cela, votre discours, il est si clair. Et tout ce qui est derrière ces slogans démocratie, droits de l'homme, cela provoque d'ailleurs cette hémorragie d'immigration où les jeunes gens quittent l'Afrique justement parce que il y a des tyrans qui sont à la tête du pays. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, donc les jeunes gens, pour faire partir ces tyrans-là. Mais ces tyrans ou dictateurs reçoivent toujours donc l'appui de la France. Alors, quand ces jeunes arrivent en Europe, on leur dit, bon, voilà, vous êtes des petits immigrés, vous venez ici profiter de notre richesse, de nos richesses ici. Est-ce que l'opinion française est au courant de ces petites manœuvres diplomatiques qui se passent entre la France et l'Afrique? Je pense qu'il y a une tendance qui existe en France depuis quelques années, je dirais une grosse dizaine d'années, c'est que l'opinion publique française s'intéresse de moins en moins à l'international et que nos hommes et nos femmes politiques ont de moins en moins d'ambition pour la France pour qu'elle rayonne à l'international. Et c'est dû à quoi? Aujourd'hui, on a une classe politique française qui se referme complètement sur les questions de politique intérieure uniquement. Il y a une perte d'ambition, très clairement. Moi, je considère qu'il y a une perte d'ambition dans le discours français, dans la politique étrangère française. Je rappelle que le budget du ministère des Affaires étrangères, c'est 2% du budget de l'État. Je rappelle que ça fait 15 ans qu'on ne cesse de réduire le nombre de diplomates, les crédits d'intervention, le nombre, à l'époque on appelait ça des coopérants techniques, maintenant on appelle ça des ETI, donc des experts techniques internationaux. Donc on est en train de réduire tout ça. Quand vous réduisez les moyens de votre politique étrangère, c'est que vous réduisez tout simplement votre ambition. Et donc, du coup, tout le discours qui part à l'extérieur de la France n'est qu'un discours de politique intérieure. Et donc, c'est effectivement se protéger des migrants, c'est la question des visas, c'est la question de l'islam, parce qu'on a complètement hystérisé la question de l'islam en France. On en a fait une menace en soi. Ce n'est pas une menace en soi, cette religion. C'est la façon dont certains la pratiquent, mais l'islam n'est pas une menace en soi. Et donc, du coup, on ne mesure plus, la France, que ce discours-là a à l'extérieur un impact très négatif pour nous. Par exemple, aujourd'hui, la France, le Parlement français discute de la loi sur le séparatisme. Moi, j'ai des amis africains, musulmans, qui me disent « mais vous avez un problème avec l'islam ». C'est-à-dire que leur perception qu'ils ont de la politique intérieure française, c'est qu'on est en train de considérer l'islam comme une menace. Donc, je pense que là, il y a une erreur de stratégie de nos dirigeants politiques qui ne mesurent pas l'impact que ça a à l'étranger. Et comme on a perdu une ambition de rayonner à l'étranger, eh ben, on a un comportement qui déçoit. On a vraiment un comportement qui déçoit. Et moi, ça fait longtemps que je voyage en Afrique. D'abord, il y a de moins en moins de Français en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, celle que je pratique régulièrement. Il y a 20 ans, il y avait des étudiants français à l'université à Dakar.
il n'y en a plus. Il y a 25 ans, mais maintenant on ne peut plus circuler dans le désert et dans le Sahel, mais vous croisiez régulièrement des Français qui circulaient, qui avaient traversé, qui arrivaient depuis l'Europe ou qui repartaient vers l'Europe. Bon, maintenant, avec des raisons de sécurité, on ne peut plus le faire, mais les communautés françaises se sont restreintes. Donc, du coup, le lien avec l'Afrique est en train de se distendre. Et c'est ça le vrai problème, c'est que le lien entre la France et l'Afrique est en train de se distendre. Mais par contre, quand je vois, par exemple, après l'élection d'Emmanuel Macron, il a fait l'Allemagne pour voir Angela Merkel. Et puis après, son grand voyage, c'était au Burkina Faso. Donc, ce n'était pas là pour montrer, voilà, nous, la France, nous sommes avec l'Afrique. Mais regardez ce déplacement au Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un président français qui arrive à l'université à Ouaga, qui a un pupitre, vous avez un chef d'État qui est assis à côté de lui, qui ne va pas prendre la parole pendant toute la séquence, ce qui est quand même humiliant. Roch Kaboré est quand même chez lui. Il ne va pas prendre la parole de toute la séquence. Et vous avez le président français qui a un pupitre un peu comme un professeur, et qui s'adresse à des étudiants, et comme s'il leur faisait la leçon, il va discourir pendant 1 heure et demie, où il va expliquer quels sont les défis que l'Afrique devrait relever. C'est-à-dire même pas le Burkina Faso, mais toute l'Afrique. Alors imaginez un petit peu que Macky Sall, le président sénégalais, vienne à Paris et nous fasse un discours sur l'Europe. On trouverait ça un peu saugrenu quand même. Mais c'est bizarre, dans l'autre sens, ça ne choque personne. Moi, ça me choque qu'un président français fasse ça. Ça me choque parce que ce que j'aurais aimé, pour moi, la vraie rupture eût été que le président français aille à l'université à Ouaga, s'asseye avec les étudiants et les écoute, sans faire de discours. Je veux dire, en fait, finalement, il aura fait ce que ses prédécesseurs ont fait, ce que François Hollande a fait, ce que Nicolas Sarkozy a fait, et ce que faisait Jacques Chirac, et ce que faisait François Mitterrand. On continue à arriver en Afrique et à donner des leçons. C'est fini. Il n'y a pas de rupture du tout. Hein. C'est l'Afrique dont on a parlé autant avec Jacques Foccart. Alors, moi, sur la France-Afrique, j'aime qu'on nuance ça. Parce que d'abord, faisons un peu d'histoire. L'origine de ce concept, c'est Houphouët-Boigny qui l'a inventé, le premier président de la Côte d'Ivoire, et qui faisait France-Afrique en 2 mots, avec un tiret. Et c'était un concept très positif, puisque c'était une histoire commune et une communauté de destin. Et puis, la dérive des réseaux Foccart, que vous citiez, l'affairisme qui est venu se mélanger à la politique, a fait qu'on a contracté l'expression et que du coup, la France-Afrique, c'est devenu un concept un peu fourre-tout où tous les fantasmes politiques, affairistes, barbouzes, etc. sont venus. Ça, je pense que ça a correspondu à une réalité historique jusqu'au milieu des années 90. Et ça s'explique historiquement parce que tout le monde a oublié qu'en 89, le mur de Berlin s'est effondré, mais qu'il y avait un affrontement idéologique majeur entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, et que l'Afrique était un terrain d'affrontement. Et que les réseaux Foccart se sont construits pour ça. Donc, il faut replacer aussi dans l'histoire. Aujourd'hui, la France-Afrique, quand on utilise ce terme-là, moi, à chaque fois que quelqu'un l'utilise, je dis, mais concrètement, vous me parlez de quoi? Concrètement, vous me parlez de quoi? Et généralement, mon interlocuteur est bien en peine de me donner des exemples. Parce que, d'abord, ça jette l'opprobre sur toute l'Afrique. Oui, bien sûr qu'il y a des affairistes entre la France et l'Afrique, mais il y en a avec d'autres continents, il y en a avec d'autres pays. Dès lors qu'il y a des grands contrats importants, qu'il y a des intérêts économiques, et ben oui, il y a toujours des interférences entre les affaires et la politique, ça existe partout. Ce n'est pas une spécificité des relations entre la France et l'Afrique. Et surtout, aujourd'hui, je pense qu'on surestime beaucoup le pouvoir de la France en Afrique. On a une expression qui dit on ne prête qu'aux riches, mais je pense qu'on vit beaucoup sur une histoire. La réalité aujourd'hui, c'est que la France a de moins en moins de prise sur l'Afrique parce que 70% de la population a moins de 35 ans, qu'ils ont un rapport à la France très décomplexé et qu'on a beau avoir des relations privilégiées avec les dirigeants, on ne manipule pas les opinions publiques africaines comme on pouvait le faire il y a 30 ans. Il y a ici, moi je suis à La Haye, aux Pays-Bas. Il y a un moment donné, vous en avez parlé là, où il y avait des réductions des ambassades, des représentations des ambassades en Afrique, partout d'ailleurs. Et le principe, c'était s'il y a une ambassade qui ne rapporte pas économiquement à la Hollande, on la ferme. Est-ce que c'est ça aussi l'attitude de la diplomatie française? Non. Là, même si Laurent Fabius avait beaucoup promu la diplomatie économique, il y a eu une réduction constante des moyens de l'État. En France, on le voit avec l'hôpital public, on le voit, ça a été tous les moyens de l'État qui ont été réduits, et en particulier la diplomatie. Et donc, c'était vraiment une logique assez comptable.
Et c'est vrai que les représentations diplomatiques en Afrique sont celles qui ont le plus souffert des réductions de moyens pour la France. C'est la zone géographique où on a supprimé le plus de moyens humains et financiers. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, les seuls moyens qui sont en expansion en Afrique sont des moyens militaires, mais ne sont pas des moyens civils. Mais si on supprime tous ces moyens-là, il y a des hôpitaux ici qui n'ont pas d'argent avec cette crise pandémique et tout, crise sanitaire. Il y a l'armée française en Afrique. Ça coûte énormément cher. Pourquoi oui, l'opération. Voilà. Oui, l'opération Barkhane coûte très cher, hein, probablement plus d'1 milliard d'euros par an. Les opérations militaires ont toujours coûté très cher, que ça fait partie de la volonté de puissance de la France d'être présente militairement en dehors de ses frontières. Qui c'est qui paye? C'est les contribuables français qui payent. Mais surtout, le prix le plus lourd, c'est le prix du sang des soldats français. Donc, une vie n'a pas de prix. Et malheureusement, le prix le plus lourd, c'est payé par les soldats français. Donc, il y a, je pense, et ça, c'est une constante dans la politique étrangère française, c'est qu'il n'y a jamais eu de débat sur le coût des opérations extérieures en France. C'est un sujet qui ne pose pas de questions. Et en fait, le seul paramètre qu'on regarde pour une opération extérieure, c'est le nombre de morts. Et il y a un moment où c'est plus acceptable par l'opinion publique française qui dit stop. Ce qui s'est exactement passé en Afghanistan en 2008, quand il y a eu 10 soldats français qui ont été tués dans l'embuscade d'Ouzbine. C'est le retrait de l'Afghanistan commence à partir de là. Aujourd'hui, on commence à se poser des questions sur le Sahel parce que le nombre de soldats français morts au feu ne cesse d'augmenter. Mais sur la question récemment encore, il y a eu des morts au Mali. Tout à fait. Donc, la question que vous posiez, c'est qui paye? C'est effectivement les contribuables français, mais ce n'est pas un sujet en France. Il faut reconnaître que ça n'a jamais été un sujet de débat. C'est plutôt le nombre de morts qui devient un sujet de débat. Mais ces morts-là, et cette fortune derrière toute cette armée en Afrique, l'armée française en Afrique, pourquoi? Est-ce que c'est parce que la France aime bien l'Afrique? C'est parce que la France aime bien protéger les intérêts des Maliens, des Africains? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet engagement de l'armée française en Afrique? Il y a plusieurs explications. Il y a à mon avis, l'explication majeure et prioritaire, c'est on partage avec les Américains une conception de la lutte contre le terrorisme qui consiste à croire, et je pense qu'on se trompe, qu'en faisant des opérations à l'extérieur de nos frontières, nous protégeons nos pays et notre territoire d'attentats. C'est pour ça qu'on est allé bombarder en Syrie, en Irak. La réalité, c'est qu'on ne s'est pas préservé d'attentats, on en a eu sur notre territoire. Aujourd'hui, on a la prétention de lutter contre le terrorisme dans le Sahel en ayant une opération militaire. Et ça, déjà, il y a un aspect de doctrine de lutte contre le terrorisme qui est complètement aligné sur la doctrine américaine et qui consiste à dire des opérations militaires extérieures pour lutter contre le terrorisme. Et je pense que c'est une erreur fondamentale parce que ça n'a jamais montré quelque effet que ce soit. On a vu l'Afghanistan, on a vu l'Irak, on a vu la Syrie, on voit aujourd'hui le Sahel, ça ne marche pas. Donc ça, c'est à mon avis l'explication majeure. Après, vous avez d'autres explications. Une armée est une armée aguerrie, c'est-à-dire opérationnelle, si elle a des théâtres d'opération. C'est-à-dire une armée qui ne fait pas la guerre n'est pas une armée efficace. Et c'est aussi important pour l'armée française qui avait l'Afghanistan pendant de nombreuses années, qui ne l'a plus. Aujourd'hui, le seul théâtre d'opération, c'est le Sahel. Ça permet d'aguerrir les soldats, ça permet d'aguerrir le matériel. C'est aussi une vitrine pour vendre du matériel, c'est-à-dire que le matériel militaire français acquiert de la valeur en démontrant sur un théâtre d'opération qu'il est efficace. Donc, il y a toutes ces raisons-là qui font qu'aujourd'hui… C'est un terrain d'exercice, quelque part. Un terrain d'exercice, non, mais je pense que c'est la vocation d'une armée que de faire la guerre et qu'une armée qui n'a pas de théâtre d'opération est une armée qui, théoriquement, n'est pas aussi efficace qu'une armée qui pratique régulièrement. Ça, c'est évident. Mais ce n'est pas l'explication première. Je veux dire, c'est vraiment l'explication première, elle est sur c'est vraiment la conception qu'on a de la lutte contre le terrorisme, qui est une conception complètement alignée sur les Américains et qui est, à mon avis, ce qui nous conduit à produire beaucoup d'erreurs dans nos analyses internationales, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient. Et cette lutte-là contre le terrorisme, parce que l'armée, l'opération Barkhane, on doit dire que cela a commencé après que le régime Kadhafi est parti en Libye. Et si on n'avait pas attaqué la Libye, est-ce qu'on aurait cette instabilité au Mali ? Je pense qu'il y a une chose que Nicolas Sarkozy n'a pas du tout vue
quand il a décidé d'attaquer la Libye, c'est que l'exutoire serait au sud. C'est-à-dire que ça déstabiliserait en fait tout ce qui est au sud de la Libye. Il y a une conception qui, à mon avis, est historiquement datée en France, c'est qu'on croit que la Libye est d'abord un exutoire vers la Méditerranée. Non, c'est faux. La Libye est un vrai pays africain et qu'en plus, Kadhafi, depuis de nombreuses années, avait décidé de réorienter sa diplomatie vers l'Afrique. Donc, on a commis, à mon avis, une erreur d'analyse fondamentale et on n'a pas mesuré à quel point ça allait déstabiliser toute la sous-région et en particulier le Sahel et deux pays en particulier qui sont le Niger et le Mali. Donc c'est vrai que ça a accéléré la décrépitude et la chute du pouvoir malien. Ça a fait, il y a beaucoup de combattants Touaregs qui étaient en Libye, qui combattaient dans la légion islamique de Kadhafi, qui sont revenus au Mali avec armes et bagages et qui ont pu monter le MNLA et qui ont ensuite pu défier le pouvoir malien. Donc ça, c'est vrai que cette opération libyenne a accéléré la chute du régime malien et l'insurrection des Touaregs. Mais il faut revenir dans la séquence historique. Hein. Il y a d'abord l'opération Serval qui est déclenchée en 2013. L'opération Serval a une ambition militaire relativement limitée qui consiste à stopper la descente vers le sud des groupes armés djihadistes qui avaient lancé une offensive vers Mopti Sévaré. Et puis de reconquérir le nord, puisqu'on a, au fur et à mesure que l'armée française a gagné des victoires, François Hollande a décidé que cette opération allait, en plus de stopper la descente vers le sud, reconquérir les villes du Nord. L'opération Barkhane, c'est autre chose. L'opération Barkhane, elle s'inscrit dans la durée et elle a pour vocation de lutter contre le terrorisme, de former les armées nationales pour leur permettre de monter en capacité et d'intervenir auprès des populations locales. Donc, c'est plus la même chose. Moi, je pense que l'opération Serval est une opération militaire remarquable qui fait la fierté de la France et de l'armée française. On a fait un truc extraordinaire. Même les Américains nous ont dit on n'y croyait pas au début, vous avez fait une opération extraordinaire. Les résultats sont là sur le terrain. C'est l'opération Barkhane qui pose problème. L'opération Serval est une superbe opération. L'opération Barkhane est une erreur. Et dites-nous un peu, parlons un peu de la démographie. Quand je parle avec des diplomates européens en Afrique, la plupart sont là, ces derniers temps, à se mobiliser pour stabiliser la démographie africaine. Hein. On en a entendu Macron qui dit, voilà, une démographie explosive en Afrique. Il en a même fait mention hein, lorsqu'il était à Ouagadougou. Et il y a des philosophes français qui l'accompagnent dans tout cela. Et toutes les représentations européennes adaptent leur aide au développement, aide au projet par rapport à cette démographie-là. Pourquoi cette obsession de la démographie africaine? Qu'est-ce que cela fait à l'Occident? Ça, là, vous décrivez en fait une des grandes faiblesses de l'Occident, c'est que quand nous ne connaissons pas un modèle, nous n'avons qu'une obsession, c'est de vouloir changer ce modèle pour qu'il ressemble au nôtre. Parce que la croissance démographique africaine n'a pas de précédent dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Et que dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons pas de précédent non plus de croissance économique avec une telle croissance démographique. Donc comme nous ne savons pas comment faire, on vous dit, quand je dis nous, c'est les Occidentaux, on dit aux Africains, bah, en fait, on ne comprend pas comment ça fonctionne chez vous, parce qu'avec une telle démographie, nous, on n'a jamais su faire. Donc, en fait, on voudrait bien que vous ressembliez à notre modèle, parce que là, tout d'un coup, on va revenir sur ce qu'on connaît. Et c'est là où je pense qu'on commet une erreur, c'est que ce n'est pas aux Occidentaux de dire aux Africains, vous devez faire plus ou moins d'enfants. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la démographie, elle est là aujourd'hui. Il y a des pays qui ont des taux de fécondité très élevés, hein, plus de 7 enfants par femme au Niger, je crois que c'est le record mondial. Le sujet, c'est de se dire, derrière, une telle démographie génère des défis incroyables en termes d'éducation et de santé. Et le vrai défi, c'est de dire, on se met autour d'une table et on trouve des solutions. C'est ça la vraie question. La question, ce n'est pas la démographie. On sait aussi mécaniquement que si vous prolongez la scolarité et les études des femmes, mécaniquement, ça a un impact sur le taux de fécondité. On sait aussi que lorsqu'on améliore la santé des enfants, quelques années plus tard, ça a un impact sur le taux de fécondité puisque les gens prennent l'habitude de faire moins d'enfants parce qu'ils savent qu'ils vont rester en vie, ces enfants-là aussi. Il y a tous ces réflexes-là. Donc, je pense que l'objectif, ce n'est pas de porter un jugement sur le niveau de démographie. L'objectif, c'est de se dire ça génère des enjeux et des défis incroyables pour ces pays-là. Hein. Je cite de mémoire, mais je crois que pour le Mali, sur les 15 ans qui viennent, les dépenses en santé et en éducation devront être multipliées par 10 pour faire face
à la démographie. Donc, ce n'est pas rien. C'est quand même des sacrés défis. Et je pense que le vrai sujet, c'est de dire, mettons-nous autour d'une table pour relever ces défis-là. Comment on peut accompagner les pays africains pour relever les défis incroyables que constituent l'éducation et la santé pour une démographie aussi dynamique? Et j'avais reçu Bertrand Badi il y a quelque temps, on en a parlé aussi, mais lui, il a abordé aussi une autre question, une autre façon de voir les choses, en se disant, voilà, il y a cette peur de partager cette mondialisation, hein, parce qu'il y a tellement de gens en Afrique, et puis les bénéfices de la mondialisation, on ne veut pas partager avec cette explosion démographique. Qu'est-ce que vous trouvez de cela? Je pense que la démographie africaine fait peur, c'est une évidence. Historiquement, une démographie dynamique a toujours été un atout de puissance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un pays a une démographie dynamique, il devient un pays puissant à terme. Donc pour les pays africains et pour le continent africain, c'est ce qui devrait se produire, mais c'est vrai que la démographie est telle aujourd'hui que les défis, je vous le disais, de santé et d'éducation ne sont pas relevés à ce jour. Mais oui, bien sûr que la démographie africaine fait peur et que nous, l'Occident et en particulier l'Europe, on est quand même un continent qui se replie un peu sur nous-mêmes. On est très alimenté par les peurs, c'est-à-dire qu'on a vécu le monde a vécu sous l'hégémonie européenne pendant des siècles et que c'est en train de changer. D'abord parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus une hyperpuissance contestant l'hégémonie européenne. Et puis aujourd'hui, on a l'émergence de la Chine qui est en passe de devenir la première puissance mondiale. Donc, du coup, on va décentrer le pouvoir du monde occidental vers la Chine. Et puis, tout d'un coup, on nous dit, mais dans 25 ou 30 ans, il se pourrait bien qu'il y ait un nouvel acteur qui soit le continent africain. Donc, c'est de nouveau une information qui nous laisserait penser que l'Europe sera encore plus déclassée qu'avant. Donc, oui, il y a aussi de la peur. C'est évident qu'il y a de la peur. Mais après, je pense que l'ensemble des jugements et des critiques sur ce sujet-là sont plus liés au fait que il y a de la récupération politique, d'abord. Beaucoup. Et deuxièmement, il y a pardonnez-moi l'expression, mais il y a une forme de fainéantise intellectuelle qui consiste à dire que c'est plus facile de critiquer la démographie que de se mettre autour d'une table pour relever le défi qui est généré par une telle démographie. Alors, ça sera presque ça sera là la dernière question. Est-ce que nous aurons une diplomatie française qui sera à l'intérêt des valeurs telles que vous venez de les défendre là? Malheureusement, depuis plusieurs présidents, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si ça le sera. D'abord, je ne sais pas qui sera le prochain président français. La fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, il n'y aura pas de changement notable parce qu'il va être obsédé par l'échéance électorale de 2022. Que l'Afrique n'est pas du tout un enjeu électoral en France. Il faut bien. Ça aussi, c'est important que les opinions publiques africaines comprennent que l'Afrique n'est pas du tout un enjeu électoral en France. Et que quoi qu'il arrive en Afrique, c'est pas un sujet dont on parle quand il y a des élections. C'est pour ça que je disais que le lien se distance, c'est qu'avant, on parlait beaucoup de l'Afrique en France. On en parle de moins en moins, et quand on en parle, c'est sous l'angle de l'immigration, essentiellement comme ça. Donc, je pense que ça ne changera pas d'ici 2022. Et pour que ça change, il faudrait qu'on ait peut-être un président qui ait une meilleure connaissance de l'Afrique et puis qui redonne une ambition de rayonnement à la France. Peut-être qu'à ce moment-là, ça changerait. Merci, Monsieur Laurent Bigot. Je rappelle que vous êtes un ancien diplomate, avec une opinion et que nous allons vous recevoir prochainement pour parler plutôt de ce que c'est que l'Afrique-France. Là où nous avons parlé plutôt de la France-Afrique, de la diplomatie française en Afrique, la prochaine fois, nous allons parler sur la diplomatie de l'Afrique en France. Alors, encore une fois, Monsieur Laurent Bigot, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.